Salut à tous, aujourd'hui je retrouve Gilles Artigot. Salut Gilles, Salut Jérémy. tu vas bien? Ouais, Super. merci de venir me retrouver à Lyon. Bah merci C'est à à toi. mi-chemin Ouais, c'est entre ça, mi-chemin. où on est tous les deux. La dernière fois c'était l'année dernière, quasi à la même période. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est une vidéo par an à peu près. Je sais pas si tu te souviens, c'était à peu près la même période. Oui, je me souviens très bien. Je me Début souviens très bien que 2017. c'était ta première vidéo aussi. C'est ça, exact. Donc ouais, Ouais. c'était assez important pour moi et puis ça fait plaisir de pouvoir rebondir sur deuxième vidéo, deuxième livre. Ouais, j'ai hâte d'en parler avec toi parce que tu as fait une chronique du livre qui est très pertinente. Ouais, je te remercie. Je voulais te féliciter. Bon, tu spoil un petit peu le bouquin, mais Ouais, c'est pas c'est ce grave. que tu m'as dit. Ouais. Ouais, c'est pas grave, elle est vraiment pertinente et je pense que tu as saisi le sens profond en fait de ce deuxième tome. Et j'ai fait très peu d'entrevues en fait depuis, volontairement, et pour laisser la surprise si tu veux au lecteur. Maintenant, bon, il est temps que je m'exprime et je suis très content de le faire avec toi. Bah, je te remercie, je te remercie. Avant de parler du coup vraiment de Hit 2, donc, qui est sorti là il y a pas très très longtemps on va dire, donc qui fait suite à ton premier ouvrage qui est sorti il y a quelques années. Avant d'en parler en fait je voulais savoir ce que tu es devenu après Hit 1 en fait. Après toutes les interviews, les conférences que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça avant de penser à écrire une suite? Alors, le premier tome est sorti en France début 2014. Donc on est revenu avec Valérie du Québec pour commencer à faire une tournée de show-conférences. Ça a été une première tournée en 2014. D'accord. Ça en est suivi une deuxième tournée en 2015-2016 et une toute dernière que j'ai appelée Résilience, qui était en 2017, début 2017. Et c'est une tournée Résilience un peu particulière parce que j'ai commencé à aborder les thèmes de ce deuxième tome. D'accord, ouais. Parce que comme je ne voulais pas qu'on me mette dans la boîte spécialiste de l'alimentation santé, sportive, végétale, etc. Voilà, je ne veux pas, je dirais, Entrer dans le moule. rentrer dans cette boîte. Tu vois, en France, on a souvent tendance à cataloguer les gens. Et c'est vrai que bon, Hit a eu un très grand succès. Donc quand tu as un petit peu la parole qui porte, une petite notoriété, donc on te classe encore plus facilement dans ces boîtes. Et donc j'ai beaucoup de choses à dire moi sur la problématique de cette société-là, cette société qui est malade, cette société toxique que je décris dans le deuxième tome. J'ai gardé toujours ce prisme, si tu veux, de l'alimentation, mais j'évoque donc d'autres thèmes. Bon, je pense qu'on va en parler, toi et moi. Et la rencontre avec le public a été vraiment incroyable. Parce que ça a commencé avec des petites salles, je dirais, de 30, 40, 50 personnes. Et la dernière tournée, on a fini avec des salles de 200, 300, voire plus. Ouais. Donc il y a eu un gros engouement, mais vraiment un élan d'amour, tu vois. J'ai ressenti vraiment beaucoup de chaleur. Des gens qui sont venus me voir, qui étaient des lecteurs et des fois qui n'avaient pas lu en fait l'ouvrage. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal en fait qui ressentaient la problématique en fait que j'exprimais. Bon là c'était sur la nourriture, c'était sur les animaux, l'alimentation toxique, c'était le premier tome donc, de Hit. Et ça les a réconfortés que quelqu'un comme moi, qui ne suis pas forcément, tu sais, on a tous des préjugés, hein. Je dirais, il y a les bobos, les végans, un petit peu post-hippie, tu vois, mai 68, chacun, les logs, tu vois, le Sarwell. J'ai rien du tout contre les personnes qui ont des dreads et des Sarwell, pas du tout. Bon, c'est pas ma culture, mais. Et en fait, ces gens-là m'ont dit, en fait, m'ont confié que voilà, ça les réconfortait. Et en même temps, ça a créé des liens assez incroyables aussi dans toutes les villes, parce qu'on a fait quasiment plus de 180 dates. On est allé aussi donc en Belgique, en Hollande, en Suisse, bon, essentiellement en France, hein, un petit peu au Québec. Et en fait, il y a un gros mouvement qui est en train de se passer. Ouais. Alors, il y a le mouvement végan, je pense qu'on va en parler parce que c'est un petit peu ta spécialité. Hein. Il y a ce mouvement donc vraiment pour protéger en fait les animaux contre la cruauté animale. Il y a aussi ce mouvement santé au niveau de l'alimentation, notamment végétarienne. Je trouve qu'on a, moi et beaucoup d'autres,
on est arrivé à casser les préjugés. Donc faire passer des messages qui vont à l'encontre de ces nutritionnistes stars, si tu veux, qui développent une propagande qui est pro-lait, pro-viande. Ouais. Et ça, c'est assez insupportable parce qu'ils monopolisent la parole. Et donc, j'ai invité le docteur Jérôme Bernard-Pelé, que tu connais puisque tu l'as interviewé également, qui est quand même le spécialiste de l'alimentation végétalienne, tu vois, en France, à venir témoigner pour ce deuxième tome, pour vraiment casser tous ces préjugés et ces mythes. Ouais. Et ça, c'était un point important. Donc, en fait, il y a eu un gros développement, je dirais, de cette prise de conscience, et aussi une prise de conscience beaucoup plus générale sur, en fait, ce qu'on nous donne à bouffer au niveau de l'information. Et c'est bon, c'est pour ça que je voulais aussi développer ce thème. Mais tous les thèmes, en fait, que là, je développe dans I2, étaient des thèmes, en fait, qui, je dirais, qui sommeillaient aussi en moi, des problématiques qui sommeillaient en moi. Et que je voulais absolument, je dirais, diffuser et partager avec mes lecteurs. Et en 3 ans, donc on a continué avec Valérie les enquêtes, on a rencontré aussi des gens incroyables, on s'est nourri d'informations, on n'a pas arrêté, tu vois, de continuer de recherche, et surtout, on n'a pas arrêté de se poser des questions. Ça, c'est le plus important. Il faut commencer à se poser des questions, et puis après, aller chercher les réponses. Et l'ambition, en fait, du 2, j'avais vraiment envie de me remettre à l'écriture. Le contexte était très différent du premier, parce que là je l'ai écrit dans le sud de la France, donc sur les terres de mon grand-père, dans son cabanon, et c'est très différent du premier où j'étais vraiment au Québec, on était isolé en Mauricie, vraiment loin de tout, 2 ans en pleine nature, bon, donc, mais surtout, j'avais pas du tout de pression aussi pour le 1, parce que personne ne m'attendait, personne ne me connaissait, c'était vraiment, tu vois... On a fait ça vraiment avec le cœur sans réfléchir. Et je t'avoue que j'ai beaucoup réfléchi pour le 2. Oui. J'ai beaucoup réfléchi. Parce que je voulais répondre aussi aux attentes, mais les attentes sont tellement nombreuses et variées. Mais je ne voulais pas aussi rester comme, tu vois, dans cette boîte-là. Toutes les questions en fait tournaient autour du 1. Tu vois, les animaux, le végétarisme, la nourriture sportive, est-ce qu'on peut arriver à faire du sport en étant végétalien, etc. tu vois. Mais j'avais tellement envie de diffuser ce qu'on avait découvert pendant ces 3 années qu'on a essayé avec Valérie, je dirais, d'amener nos lecteurs, tu vois, vers d'autres territoires qui sont en fait des territoires que j'ai explorés récemment. Donc j'ai voulu vraiment partager ça. J'avais très envie, moi je prends, tu sais, beaucoup de plaisir aujourd'hui à écrire. Avant c'était plus la vidéo, etc. Je prends toujours aussi beaucoup de plaisir sur scène, parce que moi je suis un homme de scène, et j'aime ça, tu vois, vraiment partager, créer cet égrégore avec le public, c'est vraiment jouissif. Et pas que pour moi, bon, j'irai pour l'ensemble des personnes présentes, tu vois, c'est vraiment un moment assez fusionnel. Et malheureusement, les circonstances font que je ne peux pas aujourd'hui partir en tournée, mais j'ai pris du plaisir, je prends du plaisir à écrire. Mais I2, je l'ai vraiment écrit dans la douleur. Dans la douleur, parce que c'est des sujets qui sont graves. On parle de la vie, on parle beaucoup de la mort. La relation que l'on a avec aussi la mort. Et ça remue des choses, tu vois. Ça a été pour moi une espèce de catharsis, tu vois. De pouvoir exprimer, et puis là de vivre. Bon, c'est vrai, depuis la sortie du livre en novembre dernier, j'ai eu à affronter la mort en nombreuses reprises, quoi, parmi mes proches, et puis là, voilà, parmi aussi nos animaux. Et particulièrement en plus aujourd'hui, où j'ai un petit chat qui s'appelle Rocky, qui va avoir 17 ans, qui est en train de s'éteindre. Et voilà, on en parlera sûrement ce soir, parce que ce soir tu es mon invité, tu le sais, ce soir on va faire une émission ensemble, voilà, tu participeras à l'émission de Toxicity. Donc on parlera de ça. Voilà, donc ce livre-là était vraiment pour moi aussi une libération. Pouvoir m'exprimer sur des sujets qui ne sont pas uniquement qu'est-ce qu'il faut manger pour être en santé. Ça se ressent. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en revenir sur les futures questions. Tu as déjà dit à peu près tout ce que je voulais entendre. Je suis assez prolixe, donc si je digresse, tu me fais signe aussi, tu me remets sur la route. D'ailleurs, par rapport à ce que tu disais là il y a quelques minutes, il y a une phrase qui m'a interpellé justement, qu'on retrouve dans ton livre, c'est méfie-toi de l'homme qui a écrit un seul livre. Il me semble que tu... c'est saint Thomas d'Aquin qui a écrit ça, En parlant de ce livre, il parlait en fait de la Bible. D'accord, ok. Et parce qu'on pourrait penser à autre chose, tu vois. Mais
Ouais, c'est important de pas croire une parole unique en fait, ou une seule personne. Bien sûr. Et Croiser souvent, les sources. ouais, souvent on idéalise en fait la personne parce qu'on ne la rencontre pas, on ne connaît pas aussi toute sa vie, etc. Je reçois beaucoup de messages. Moi, je passe quasiment 2-3 heures par jour à répondre vraiment à tout le monde. Je peux encore le faire, donc je le fais. Et je calme certaines ardeurs, tu vois, de personnes qui ont peut-être tendance à m'idéaliser, tu vois, parce que je suis quelqu'un, je dirais, de normal. J'ai la chance de faire ce que je fais aujourd'hui grâce à mes lecteurs et de pouvoir en parler. Mais il ne faut pas idéaliser, il faut surtout croiser les informations. Croiser les informations, même si on nous dit qu'on a des preuves ou des fois il y a des gens qui racontent de belles histoires, tu vois. Il y a un peu de tout et c'est ça un peu le danger aujourd'hui de la plateforme, notamment de l'internet, où on peut trouver tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Mais contrairement aux médias classiques où on trouve que n'importe quoi, on trouve une parole unique, tu vois. Ouais, c'est à nous de retrouver, tu vois, le pouvoir de créer sa propre pensée, de pouvoir analyser. Parce que très souvent, je discute souvent avec des personnes à la gym le matin, parce que c'est le seul moment où je suis entre guillemets d'être un peu sociable. Parce que le reste du temps, je reste avec Valérie chez nous, on reste chez nous. Et donc je discute avec eux, et alors souvent ils viennent me voir, tiens, hier à la télé j'ai vu un documentaire sur le bio. Donc déjà le mot télé pour moi tu sais, la télé c'est un filtre idéologique. Ouais. Voilà, on nous montre ce qu'on veut nous montrer. Ouais, bien sûr. Ce qu'on ne veut pas nous montrer, ça passera jamais. Donc voilà, il me répète comme un petit perroquet. Mais j'ai la même chose d'une personne qui vient venir me dire, oh, j'ai vu un documentaire sur YouTube, là, un truc vraiment terrible, ça dure 15 minutes, c'est court, tu comprends tout. Non, tu ne peux pas comprendre tout d'une problématique en 15 minutes, et sur l'internet, c'est qu'un docu. Je n'ai pas envie, en fait, qu'on me répète ce qu'on a vu ou entendu. J'ai envie qu'on m'exprime, que la personne m'exprime sa propre pensée, sa réflexion. Elle peut être en accord avec ce qu'elle a vu, tu vois, mais il faut qu'elle y rajoute quand même un petit peu de valeur ajoutée. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas... Il y a peu de personnes qui pensent à le faire, mais c'est vrai que c'est intéressant de croiser ses sources et puis d'aller un petit peu plus loin. On vit dans la société de l'immédiateté. Tu vois, on voit une info, paf, on réagit. Tu vois, Snapchat, Facebook, Instagram, pam, tu vois. Réfléchir. Ouais, pause. Tu sais, moi, je suis en train de ronger mon frein. Là, depuis une dizaine de jours, j'ai réactivé ma chaîne YouTube. Je fais des petites vidéos matinales après la gym. Pourquoi ? Parce qu'après la gym, j'ai le cerveau vraiment en ébullition. Aware, comme dit votre dame, tu vois. Donc là, c'est du spontané, ça y va, tu vois. Bon, je publie pas tout parce que je m'auto-censure quand même des fois, tu vois. J'ai Valérie qui me donne son avis, mais bon, j'essaie d'en faire un maximum. Et j'ai très envie de réagir sur l'actualité parce que quand je vais à la gym, je me mets France Info. C'est le seul moment où j'écoute un média mainstream pour savoir en fait ce que la majorité des gens écoutent aussi. C'est important de ne pas se déconnecter de ce monde-là. Oui, bien sûr. Et j'ai envie de réagir à l'actu. Mais je me dis, non, analyse quelques informations, pose le truc, sinon tu peux être un peu trop violent, tu vois. Et ça m'arrivait des fois, tu vois, de réagir trop spontanément. Après, des fois, je regrette un peu. Enfin, je regrette, il ne faut pas vivre sur les regrets. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Il faut faire attention de ne pas réagir comme ça, pam, tu vois. Prendre le temps de poser les choses, et puis limite 1 ou 2 jours après, le temps que ça mûrisse. Ouais, mais tu es tenté parce que toi, tu es blogueur aussi. Il faut que tu sois présent, c'est notre seul moyen d'existence, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il faut qu'on y aille. Ah ben, tu y vas 2 jours plus tard. C'est pas grave, tu es pas tu vois, une chaîne d'actu où il faut balancer tout. Non, bien sûr. Tu parles du Nutella peut-être un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors tu vois, le Nutella par exemple, alors j'ai un petit peu creusé aussi la question, et il y a certaines personnes qui font remonter aussi des infos en disant, écoutez, moi au supermarché, bon, il n'y a pas eu d'émeute. En fait, ils te montrent juste les points où il y a eu, tu vois, du bordel. C'est peut-être pas de partout aussi, il ne faut pas généraliser. C'est ça. Et vu qu'on n'a qu'une seule, enfin que 2 tu as vu les abrutis, c'est abruti, bon, acheter du Nutella, etc. Je sais pas si c'est vraiment des abrutis aussi, tu vois, parce que bon, un pot, je sais pas comment ils l'ont bradé, tu vois, déjà. Bon, bien sûr. C'est comme le Black Friday, tu vois, les gens, ça fait peur. Ça peut faire peur, mais je suis persuadé que c'est pas de partout. Déjà, tu sors des grandes métropoles, je vais les gens dans les villages, tu vois, ils vont pas se frapper pour acheter du Nutella. C'est sûr. Tu m'étonnes. C'est clair. Alors du coup Gilles, dans ITA en fait tu nous décris ce que tu as appris, ce que tu as vu, ce que tu as lu au niveau de l'alimentation.
On apprend de quelle manière sont élevés et tués les animaux, et on se rend compte à quel point la société est toxique. Tu nous proposes également des remèdes et des recettes simples et efficaces à mettre en place. Dans le 2, donc dans Hit 2, tu nous parles encore d'alimentation, mais également d'autres sujets, donc c'est ce que tu me disais un petit peu en intro, comme le cancer par exemple. On apprend qu'il existe d'énormes conflits d'intérêts liés à la prévention et au traitement du cancer, qui est au final une véritable industrie. Et tu nous parles également, entre autres, de survivalisme, donc c'est-à-dire de reprendre de l'autonomie dans son quotidien. Donc c'est un sujet qui est encore assez méconnu, mais enfin, pour moi qui est capital, après ça dépend de chacun bien sûr. Ma question c'est tout simplement de te demander, mais tu avais déjà répondu un petit peu en intro, tu avais vraiment besoin comme ça d'explorer de nouvelles pistes, d'aller voir ailleurs, c'était vraiment un besoin capital on va dire pour toi. Ça fait suite à Alors, ce que tu me disais. parler de ce problème de prévoyance, prendre conscience en fait à mes lecteurs qu'on a perdu vraiment quasiment toute notre autonomie, qu'il faut qu'on reprenne un minimum d'indépendance, qu'on soit un minimum autonome. Ça me tenait vraiment à cœur. Ouais, je comprends. Parce que lorsque j'ai écrit dans la cabane au Canada, j'étais dans un mode survivaliste sans le savoir, en fait. D'accord. Quand on a pris cette maison qui était nichée au fond des bois, avec un petit village où on était à des heures, tu vois, des villes, et le propriétaire nous a encouragés, en fait, à faire une réserve, à être une réserve un peu aussi d'électricité, d'eau, de bouffe, etc. Parce qu'il nous a dit, en plein hiver, il se peut qu'il n'y ait pas de courant, qu'il peut durer plusieurs jours avec la neige et tout, on ne peut pas vous dépanner comme ça du jour au lendemain. Donc il va falloir que vous soyez un petit peu prévoyant. Donc on a commencé, tu vois, à faire ça. Puis là, ça m'a rappelé mon grand-père, tu vois. J'habite son cabanon aujourd'hui, il y a une petite cave. Je me rappelle qu'il avait le pinard, tu vois, il avait des bocaux, il avait la réserve de bouffe, tu vois. C'était normal, quoi. C'est normal, à l'époque, eux, ils avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Nous, on n'a connu aucune guerre. Donc personne aujourd'hui fait des réserves. Et donc, par hasard, on sait qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, je découvre le livre de Piero San Giorgio qui s'appelle Comment survivre à l'effondrement économique, qui parle du survivalisme, parce que c'est un des leaders européens du survivalisme, c'est un auteur. Et j'ai lu son livre, ça m'a percuté, c'était ce que j'étais en train de vivre, tu vois. Bon, hormis je dirais, son analyse de l'effondrement possible, on pourra peut-être en parler, mais c'est ce mode de résilience. Je ne savais pas ce qu'était la résilience, tu vois. C'est reprendre, en fait, la résilience, c'est de reprendre un état normal après une déformation. Donc ça peut être psychologique, tu vois, dépression et tout, ben, tu arrives à t'en sortir, ce que je raconte un peu dans le livre. Ouais. Et aussi un corps physique qui se déforme, il reprend sa forme initiale. Ça s'appelle, donc c'est ça la résilience. Donc quand j'ai lu son livre, ben, spontanément en fait je l'ai contacté par son Facebook, on s'est fait des Skype, et puis et c'est là où j'ai connu en fait cette notion de survivalisme. D'accord. Ouais. Donc il y en a beaucoup aussi au Québec. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup au Québec. Et donc, voilà, je me suis rapproché de certaines personnes, et puis j'ai commencé à apprécier ce courant qui est comme le heavy metal, tu vois, dans la musique, il est plein de préjugés, quoi. Parce que qu'est-ce que nous montrent les médias? Le mode survivalisme, c'est quoi? Ah, c'est les Américains, ils construisent des bunkers pour parer à la prochaine guerre mondiale ou une attaque nucléaire, etc. etc. C'est des gens armés ou surarmés, c'est des gens qui vont dans les bois, vivre à la sauvage et tout, tu vois. Non, c'est pas ça le survivalisme. Le survivalisme, c'est nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui étaient des survivalistes. C'est avoir un minimum d'autonomie, c'est améliorer sa vie au quotidien. Tu vois, c'est ça en fait le mode survivaliste. Et là j'en veux, tu vois, aux médias, parce que notamment il y a un média régional qui en fin d'année avait publié un article sur le survivalisme, bien sûr avec tous ces préjugés-là, tu vois. Il n'était pas forcément très très négatif, mais bon, rempli de préjugés, avec le kit du parfait survivaliste, tu vois. Ouais, d'accord. Le kit Mickey, quoi. Non. Ouais. Et c'était juste après, en fait, une petite tempête de neige. Bon, une tempête de neige dans le sud de la France, ça, c'est pas bien grave, d'accord. Donc, il y a eu des gens qui étaient bloqués dans leur maison, etc. Ça aurait pu leur servir, tu vois, de dire, bon, bah, écoutez, faites des réserves, faites attention, et soyez prévoyants, voilà.
Non, en fait, c'est un message un peu d'intérêt général, tu vois. Donc j'avais vraiment très envie de parler du survivalisme. Ouais. Et pour répondre à ta question, bon, là on passe à autre chose, c'est le cancer. Enfin, je commence un peu le livre avec ça. C'est vrai qu'un enfant aujourd'hui naît avec des molécules toxiques dans son organisme, tu vois, dès sa naissance. C'est un truc de fou. Pourquoi on vit dans une société toxique, tu vois, l'air que l'on respire, il y a des microparticules, il est pollué, l'eau que l'on boit, l'eau de vie, elle est polluée, tu vois, les résidus médicamenteux, les perturbateurs endocriniens, on bouffe, bon, on va pas revenir là-dessus, on se pollue. Donc en fait, la mère transmet in utero, tu vois, des molécules toxiques à son enfant. Donc je suis parti de là. Pour moi, c'est ça la vie, tu vois, c'est la naissance. Donc je suis parti de là, donc je parle aussi de l'importance du lait maternel, tu vois. Voilà, quelle femme aujourd'hui connaît vraiment l'intérêt du colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait en fait, c'est les 3 premiers jours, tu vois. Il n'y a aucun équivalent du colostrum, tu vois. Même les femmes qui donnent, si tu veux, du lait maternisé plus tard, c'est donner au minimum les 2-3 jours de colostrum, voire la semaine. Je sais pas, ça me paraît logique, mais je ne le savais pas, tu vois. Et j'ai enquêté là-dessus, donc voilà, je parle de l'intérêt de l'allaitement. Et ensuite, je vais sur le cancer, et j'ai eu la chance de rencontrer Nicole Delépine, qui m'a été introduit par, à l'époque, c'était Claire Sévrac. Je ne sais pas si tu te souviens de Claire Sévrac, c'est une auteure, en fait, qui a écrit pas mal de livres sur la santé, sur les lobbies pharmaceutiques. Bon, elle était très percutante, Claire. Elle nous a quittés, en fait, à Noël 2016. D'une maladie foudroyante. Et elle était en train d'écrire son dernier livre qui là est sorti il y a quelques mois, c'est donc un livre posthume. Donc sur l'intoxication alimentaire, sur tous les produits toxiques. Et je sais que j'en avais parlé avec elle, puisqu'elle a repris pas mal de mes recettes. Et donc j'étais au courant de cet ouvrage, et c'est sa fille qui l'a sorti. Donc je te donnerai le lien si tu veux en parler avec ceux qui te suivent. C'est vraiment un livre très intéressant qui est un complément aussi du mien. Et Claire donc connaissait Nicole Delépine, parce qu'à l'époque Nicole Delépine dirigeait le service de cancérologie pédiatrique à Garches. Et donc c'est une femme en fait qui s'est battue jusqu'à, je dirais, à l'âge de la retraite, où on a pu fermer son service et la mettre dehors, parce qu'en fait elle était contre les protocoles qui étaient imposés aujourd'hui. Donc voilà. Elle disait il y a plus d'intérêt de travailler sur des protocoles éprouvés dans les années 80, 90, même 2000, tu vois, que de travailler sur des nouveaux protocoles. Je ne savais pas ce que c'était en fait ces nouveaux protocoles, tu vois. Je ne comprenais pas Et donc c'est là où elle m'a appris en fait que les cancérologues n'étaient pas libres en fait de soigner. En fait, les traitements sont imposés par l'Institut national du cancer. Et on fait beaucoup aujourd'hui d'essais thérapeutiques, d'essais cliniques, des tests pivots. C'est des noms un peu bizarres, tu vois. On nous vend ça comme des thérapies précoces, tu vois. C'est-à-dire vous allez avoir un nouveau protocole, vous savez, bon, il n'est pas encore éprouvé, mais on a de forts espoirs. Tu vois, en fait, ils te vendent ça, quoi, parce qu'en fait, il faut qu'ils fassent de la recherche pour les laboratoires pharmaceutiques, parce que ces laboratoires pharmaceutiques, chaque fois qu'ils sortent un nouveau protocole, bien sûr, c'est les prix qui, eux, en fait, c'est les labos qui imposent ces prix en fait exorbitants au ministre de la Santé, c'est-à-dire à l'État français, tu vois, et à l'État aussi européen. Et c'est remboursé par la sécurité sociale. Et ça m'a rendu fou, tu vois. Sa sécurité sociale, c'est toi, moi, c'est tous les citoyens qui la payent, d'accord. Et Nicole Delépine nous apprend en fait dans le livre que ça s'est passé dans les années 2000 en fait, et les labos en fait étaient mécontents, en fait ça leur coûtait trop cher, donc ils ont imposé en fait qu'on leur rembourse les essais. Tu vois, donc déjà tu es malade, tu sais pas en fait que tu fais un essai, tu vois, ils font des autorisations de mise sur le marché, avant ça prenait plusieurs années de tests, tu vois. C'est au bout de quelques mois. Mais ils disent c'est une autorisation sur le marché provisoire, parce qu'en fait ils continuent en fait les tests, tu vois. Ça, c'est scandaleux. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que Nicole Delépine nous apprend que, le docteur Nicole Delépine nous apprend qu'on est en droit de choisir notre traitement.
on peut dire, non, Ouais, écoutez, ça, moi pour le personne, cancer du sein, je préfère prendre le tamoxifène, je personne préfère le prendre sait. les protocoles qui sont déjà éprouvés. Mm. Je veux pas de vos thérapies précoces. Ouais, mais ça, on n'ose pas, quoi. Qui dit ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, tu sais que tu as un cancer, donc tu as le moral à zéro, donc Ouais, tu as bah un oui. effet psychologique qui va accélérer ton cancer, en fait. Il faut être solide. Hein. D'accord, Quand ouais. tu as un Ouais, cancer, ouais, là, ouais. il Ouais, faut c'est encaisser, tu vois. sûr. Et tu connais la puissance, en fait, du cerveau. Mm. Et, euh, et on est comme devant, je dirais, on est un petit garçon devant un maître, tu vois. Ouais, maître. bien sûr, bien sûr. Un bien sûr. maître, c'est lui, c'est le savoir, il représente le savoir. Confiance absolue, forcément. Voilà, que les réunions de cancérologie durent en moyenne 7 minutes. Ouais, C'est dur. Ah, c'est incroyable. Il y a plus, c'est incroyable. si tu veux, l'individu n'est plus pris en compte, quoi. On est juste un numéro. Les réunions de concertation pluridisciplinaires, où ils se mettent tous ensemble, si tu veux, mais là, ils disent pas Jérémy Pigeon, quoi. Ils disent numéro AB 354, Ouais, ouais. voilà, telle pathologie. Ils ont tu sais, des protocoles, en fait, qui vont te mettre dans des boîtes. La case, ben, c'est ce protocole-là, tu vois. Ouais, tu me disais. Voilà, il y a à peu près, voilà, je ne sais pas en pourcentage, mais il y a un fort pourcentage, plus de la moyenne en fait, qui sont des thérapies pour faire des tests, quoi. Ce sont des thérapies précoces. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que Et c'est. ça bon, c'est une information que j'avais depuis plusieurs années, tu vois. D'accord, ouais. Et que t'avais Et- envie de. Absolument, Ouais, absolument. forcément, ouais. Forcément. Quand tu sais quelque Et- chose, toi aussi ça t'arrive, je te connais, je te suis depuis un an, hein, donc j'ai vu tous les progrès que tu as fait. Tu as envie de le partager, t'as envie de partager ces informations avec ceux qui te suivent, tu vois. Ouais, bien sûr. Et j'attendais vraiment pour ça d'écrire le 2, tu vois, de lier aussi tous ces sujets, tu sais, parce que, voilà, mettre le docteur Nicole Delépine avec Vol Ouest, le Ouais. français au Montana survivaliste, Ouais. tu vois, comment faire cohabiter les deux, et voilà, c'était ça le challenge, et vraiment je remercie, tu vois, tous les intervenants du livre, parce que ils m'ont tous dit oui, sans me demander, le sujet du livre, D'accord. et deux, avec qui ils étaient, quoi. Ok, ouais, ouais. Ok, une confiance. Donc j'étais vraiment super touché. C'est top, ouais. Et tous m'ont félicité après, donc je suis content qu'ils aient aimé. Ouais, c'est Voilà, original. ben, j'essaye, tu sais, avec mes livres, c'est pas uniquement un livre avec juste des mots, des phrases, tu vois. Voilà, il y a des photos, il y a une forme d'art aussi, tu sais, Oui, je mets de la musique aussi, le visuel est important, non pas pour que ce soit vendeur ou accrocheur, je suis Voilà. pas putassier, tu vois, je racole pas, quoi. C'est en toi, ouais. Pour moi c'est important, c'est un visuel, ça te permet de rentrer dans un univers. Ouais, bien sûr. Et j'ai voulu rendre à Valérie, on a voulu rendre vraiment le livre cohérent, tu vois, dans son ensemble, que les gens passent déjà un bon moment à le lire, un beau moment aussi, un moment agréable à le lire, qu'ils en apprécient la lecture, qu'ils réfléchissent au message, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Avec, voilà, souvent, tu sais, je lis beaucoup de livres, et il y en a quelques-uns qui ne sont pas agréables, en fait, à lire. D'accord. Alors, voilà, donc pour moi, je passe beaucoup de temps, Valérie également, qui fait toute la partie artistique, la mise en page des photos, pour que ce soit un bel objet. Ouais, J'ai beaucoup de respect pour les livres. C'est pour ça que j'ai écrit une chronique, Le monde des livres, tu vois. Ouais, mais ça se ressent. Et c'est pour ça que je te disais, de toute façon, on voit qu'il y a une chronologie quand même, on voit qu'il y a le début, fin du livre, la chaîne, les clés, etc. Il y a plein d'éléments qui permettent d'aller beaucoup plus loin que une simple lecture. Ouais, j'ai voulu être un petit peu, pas subtil, mais Ouais. garder une part aussi d'imaginaire. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des avis différents sur la couverture. En fait, ils voient différentes choses. Ouais, toi, tu as ta propre. Oui, je la dirais pas, parce que voilà, forcément, chacun a, tu vois, ce côté un peu mystérieux. Donc, ça permet aussi de s'approprier en fait un objet. Tu vois, de s'approprier l'objet. Et le livre, tu le garderas toute ta vie et ça te survivra aussi, le livre. Tu vois. Malgré la fragilité, on pense qu'un livre, bon, il y a les autodafés, on peut les brûler, les livres, ils peuvent être interdits, comme dans Fahrenheit 454, mais un livre, en fait, ça va survivre à peut-être, je dirais, une grosse panne de courant, un blackout, tu vois, ou le cloud virtuel, où on a toutes nos informations, tes blogs, mes photos, tout. Tu vois, un livre, tu peux déchirer une page, tu peux pas déchirer un livre, quoi. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors Gilles,
Dans Hit 2, tu parles de choix d'informations en disant qu'aujourd'hui on a accès à énormément d'informations grâce notamment à Internet. On a aussi une abondance de choix dans l'alimentation et du mode de vie en général. Je m'étais déjà fait cette réflexion et on peut la retrouver dans Hit 2. Plus on a le choix, plus on risque de se perdre. Très souvent, ce qui est rare est cher, ce qui est abondant n'a pas beaucoup de valeur. Et on sent que tu voulais faire comprendre que ce choix abondant dépasse l'alimentation, que ça s'applique dans tous les domaines, et personnellement, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que la phrase présente au dos de Hit 2 le résume bien. Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Pour les personnes qui n'auraient pas lu ton livre, qu'est-ce que tu entends par cette phrase? J'ai remarqué il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont perdues, qui se posent plein de questions. Alors ça peut être par rapport, oui, à notre société de surconsommation, de surabondance, tu vois. On est noyé d'informations, la technologie va de plus en plus vite, en fait ça nous dépasse, tu vois. Revenir aux fondamentaux, c'est revenir aux bases, tu vois. Ça rejoint la première tournée qui s'appelait On est ce que l'on mange, et la deuxième, retour à l'alimentation originelle, retour aux sources, tu vois. Cette nourriture originelle qui est faite d'aliments non transformés, sains, tu vois, sans exhausteur de goût, simple à préparer, qu'on a complètement perdu quoi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'industrialisation, depuis la perte de temps en fait, que nous a volé la société moderne. Quoi. Ouais. La femme et l'homme sont obligés de travailler. Tu as vu quand on arrive dans les grandes métropoles, aux heures de pointe, c'est entre 7h et 9h, tu perds un temps incroyable. Quoi, tu vois. Donc, tu n'as plus le temps de faire la cuisine notamment. Quoi. Donc, alors, j'ai eu la réflexion suivante, tu vois, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? Donc, tu sors une boussole, tu as le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est déjà 4 points cardinaux. Quoi. La base, tu vois, l'instinct de survie. Et pour revenir en fait aux fondamentaux, il faut retrouver un peu son instinct. Parce que je crois, tu sais, les gens ne sont pas dupes, ils ne sont pas idiots en fait. Ils sont profondément endormis, la plupart. Ceux qui regardent beaucoup la télé, ceux qui sont absorbés par les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tu vois. Tout ça, ça nous endort. Les livres te réveillent par contre. Et ça, c'est prouvé aussi, tu vois, avec... on a mis des personnes devant un écran, tu vois, avec un électroencéphalogramme, et l'activité du cerveau, en fait, diminue lorsque tu regardes l'écran. T'es passif, quoi. Tu bouffes ce qu'on te donne. Il y a plein de caricatures, tu sais, avec des mecs reliés aux écrans et tout. Bon, c'est très caricatural, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Et quand tu lis, déjà, il faut que tu fasses un effort de concentration, tu vois. Et le livre aussi, ça t'apaise. D'ailleurs, on dit que c'est bien de lire avant de s'endormir, tu vois, parce qu'aussi, pendant la nuit, tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu as lu. Et la lecture, c'est un des fondamentaux. C'est un des piliers. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas t'exprimer. Tu vois. L'importance du logos. Le logos, c'est le langage. Donc, il faut avoir un bagage linguistique pour pouvoir s'exprimer. Parce que c'est bien beau, tu vois, on est bien bâtis tous les deux, on fait beaucoup de sport, on est percutant, on peut aller, tu vois, au combat. Mais si tu sais pas. Mais on vit plus à l'époque des Vikings, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus que la coupe de cheveux viking, quoi, tu vois, il n'y a plus rien. Mais avant, c'était le glaive et l'épée. C'est ce que j'allais dire, ça me fait penser à... Oui, c'est la punchline, en fait. On n'est plus à l'époque du plus fort, tu vois. C'est plus le règne du glaive et de l'épée. On a changé d'arme, quoi. C'est le règne du verbe, en fait. C'est ceux qui s'expriment bien. D'ailleurs, regarde les politiques. Leur principale qualité, c'est quoi? Communication. Exactement. C'est ceux qui parlent bien, ceux qui présentent bien, ceux qui sont jeunes aujourd'hui, parce que les vieux, on les a mis au placard, encore. Certains, c'était une bonne chose, tu vois. Mais bon, il faut avoir du respect pour les anciens. Les anciens, c'est l'expérience, tu vois. Même au niveau de la politique, il n'y a peut-être pas tout à jeter, mais il ne faut pas attendre en tout cas des politiques, tu vois. Parce que peu importe qui est au pouvoir, tu auras toujours les mêmes besoins.
bien sûr. Ça, c'est une des phrases de Vol West dans l'entretien qui me donne pour le livre. Et ça m'a vraiment percuté. C'est de ne pas forcément trop s'engager, tu vois, en politique ou parler de politique. Revenir à la base. Et Vol West est très très intéressant parce que c'est pas du tout un survivaliste anxiogène, tu vois. C'est un mec qui pense avec le réel. Optimiste. Je ne pense pas qu'il soit foncièrement optimiste, mais il fait tout en fait pour améliorer sa vie au quotidien. Il en parle autour de lui, tu vois. Il a un blog qui est juste fabuleux, quoi. Et en plus, il a un talent d'écriture qui est incroyable et grosse compétence au niveau de l'autonomie, quoi. D'accord. Ouais. T'as un mec avec lui, tu es avec lui, ou lui est dans ton clan, c'est une très bonne chose, tu vois. Ouais, c'est un Ah ouais, atout. j'aimerais bien habiter à côté de Vol West, tu vois, parce que je pense que voilà. Ça rassure. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a énormément de compétences. Et voilà, j'engage ceux qui nous regardent à voir les vidéos de Vol West. C'est du concret, il est dans son garage, voilà, il explique les bases, les rudiments, tu vois. Et c'est pas du tout l'aspect anxiogène que nous vendent les grands médias. Ouais, Voilà. le côté Donc ça survie. aussi, Vol West parle des fondamentaux. Mm. Voilà, il parle des fondamentaux. Et comme la sécurité ou la défense personnelle, tu vois, il faut qu'on soit un minimum, qu'on sache se défendre quand même. Pas pour attaquer l'autre, Ouais, bien mais sûr. juste pour pouvoir se défendre, Bien tu sûr. vois. Qui aujourd'hui prétend pouvoir se défendre? Parce que tu sais, se défendre, c'est pas forcément avec une arme, c'est avec le verbe. Ouais, c'est Tu vrai. peux désamorcer aujourd'hui une situation conflictuelle juste en parlant. Ouais, ça, on n'y pense pas assez. Et je développerai ce sujet avec une personne qui s'appelle Tony Lopez, qui est un coutelier français qui est spécialiste de défense personnelle. Et je pense que j'évoquerai aussi ce sujet, développer ça, creuser aussi, tu vois, au niveau du survivalisme, parce que j'ai eu de très très bons retours par rapport à l'intervention de Vol West. Et tu sais, pas que des gars, des femmes aussi. Notamment une femme qui s'appelle Delphine l'astucieuse. Ouais, tu l'as su également? Ouais, là, on se connaît. Et voilà, qui a aimé dans Hill 2, elle a dit ce que j'ai préféré, c'est Vol West, quoi, super bonhomme. Et donc voilà, tu vois, une mère de famille, ses enfants, son mari, mais parce que c'est logique, parce que ce sont les fondamentaux, donc dès que c'est logique, ça te touche, tu vois. Ouais, bien sûr, tu te reconnais, forcément. Voilà, c'est ça les fondamentaux, tu vois. Écarter le superficiel. Essayer de vivre, de ralentir, tu vois. Il ne faut plus accélérer. À force d'accélérer, on va se perdre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il faut pouvoir ralentir, tirer un peu le frein, tu vois, mettre un peu la pédale de frein. Et là, tu commences à réfléchir, à te poser les bonnes questions, tu vois. On est dans la surconsommation, tu sais, le nombre de personnes qui sont pendues aussi avec des crédits, donc quand tu as des crédits à vie, tu ne peux pas changer de vie, tu vois, tu es obligé de travailler, tu es obligé de rester dans le système, tu vois. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Peut-être ralentir les dépenses, essayer de vivre plus simplement, mais trouver aussi de plaisir dans la simplicité. Ouais, c'est vrai. Mais ça vient aussi petit à petit, je pense. Plus tu vois, pour en revenir à ce que tu disais sur le livre, ça m'a fait tilt en fait. Tu disais que c'est des bases, mais le truc c'est que quand tu lis un livre, t'as pas les notifications que t'as sur un portable. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas les stimuli, et c'est pour ça que c'est compliqué de vraiment se concentrer au début, parce qu'on est habitué à tout le temps connecter à droite à gauche, Facebook et tout. Ouais, peut-être ta génération et la génération. Et là, t'as plus rien, t'as juste le papier, t'as rien à faire d'autre, donc c'est difficile pour les gens qui sont pas habitués de... Parce qu'on a des problèmes aujourd'hui de concentration. Ça, c'est dû aussi aux perturbateurs endocriniens, tu vois. Et puis la télé. Regarde les films, moi j'étais un gros cinéphile dans le passé, je suis de moins en moins, parce que quand j'y vais, c'est vraiment une occasion, tu vois, d'aller au cinéma voir un film. Voilà, parce que j'ai pas de télé depuis plusieurs années. Quelquefois, on se regardait des séries, on peut se regarder un film, là, ça fait quasiment plus d'un an qu'on n'a plus rien vu, en fait. Et donc, oui, on regarde des documentaires, il y a de plus en plus de blogueurs, mais qui sont juste incroyables. Des mecs qui ont des compétences dans plein de domaines. Ça, je suis accro à vraiment quelques-uns. Je ne dirai pas les noms, je ne veux pas influencer ceux qui me suivent, mais je suis accro à ça, quoi. Il a publié une vidéo cette semaine, c'est tellement intéressant, tu vois. Des gens qui font des notes de lecture, des fiches de lecture sur des bouquins, que ni toi ni moi n'auront
d'avoir la compétence de lire. C'est souvent assez complexe, les mecs qui te le simplifient en 2 heures. Ouais, Il te fait une note de lecture, il apporte sa propre pensée, sa propre analyse, c'est juste magnifique, tu vois. Ouais. Là, moi je passe du temps, mais je m'enrichis. Ça, c'est un putain de plaisir, tu vois. Ouais, alors, je peux prendre du plaisir aussi à voir des longs métrages. Je suis un grand fan des super-héros, tu vois. Très longtemps que je n'ai pas vu le film des super-héros. Les dernières fois, je sais plus, ça doit être un film peut-être sur les Avengers, ou je me rappelle plus, tu vois, donc il m'a pas forcément marqué. Ça va trop vite. Donc j'ai Valérie, on était en plus à un IMAX, tu vois, c'est génial, tu vois, les trucs en relief et tout, putain, waouh. Mais à un moment donné, bon, Valérie ne veut plus y aller parce que ça lui donne un peu mal au cœur, tu vois. Ça va trop vite, on n'est plus habitué à ça, tu vois. Mais là, toi, tu t'en rends peut-être pas compte, enfin, ou ceux qui y vont tous les jours ne s'en rendent pas compte, ceux qui voient ça tous les jours dans les jeux vidéo, tous les jours, tu vois. Moi, aujourd'hui, en ayant fait cette coupure-là, je t'assure que ça me gêne, ça me perturbe. Donc, si tu veux des avantages, lorsque tu veux te concentrer sur un livre, c'est tout simple, un livre, quand même, tu vois. C'est tout simple. Il faut être bien installé, il faut avoir une bonne lumière, tu vois. Il faut se mettre en condition de lire. Ou alors, il y a les lecteurs aussi, des lecteurs compulsifs. Moi, j'ai toujours un livre sur moi, j'en ai même plusieurs, tu vois. Voilà, on peut lire aussi dans une salle d'attente, tu vois. On peut lire peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui lisent dans le métro aussi. Après, c'est vrai. Je me demandais comment ils faisaient, ils y arrivent. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont souvent le casque sur les oreilles. C'est ça. Donc tu sais ce que j'en pense, mais surtout à Paris, surtout dans le métro, il vaut mieux rester, tu vois, l'œil ouvert, aux aguets, et puis écouter ce qui se passe. Mais là, tu es coupé du monde et tu lis, tu vois pas ce qui se passe autour de toi. C'est délicat. Ouais, c'est un peu irresponsable, je trouve. Après, je juge pas. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a plein de moments où tu peux lire, tu vois. C'est vrai. Et en fait, on a chacun nos goûts, tu vois, au niveau de la lecture. Quand tu tombes sur un bouquin passionnant, putain, tu le lâches pas. Ouais, c'est vrai. Et quand tu le finis, merde, il est fini. C'est l'aventure, c'est ça. Je suis une grande fan, si tu veux, de lecture de biographies de groupe. D'accord. Et je parlerai rapidement à l'émission de ce soir. Le dernier livre que j'ai lu, moi je suis un fan de Kiss. Tu connais ce groupe de nom, c'est pas ta génération. Les albums, mais j'aime bien c'est un groupe juste incroyable. C'est un des plus gros groupes au monde dans les années, fin des années 70, quoi, tu vois. Okay. Et il y a une biographie qui est sortie, 800 pages. Ah ouais, oh mec, c'est un pavé comme ça, tu peux le prendre sur un testo, tu vois. C'est un gros pavé. 800 pages, ouais. J'avais rêvé, tu vois, bon, je suis ouvert, que du texte, soit un peu de photos d'époque et tout, mais bon, t'achètes pas un livre pour biographie pour les photos. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas lâché, quoi. Je ne l'ai pas lâché. J'étais dedans, au bout de 800 pages, merde, c'est fini, putain. Ça m'a redonné envie d'écouter leur album, tu vois, parce que tu connais l'histoire du groupe, de la musique et tout. C'est magique, la lecture. C'est magique, quoi. Mais il faut trouver les livres aussi adéquats. Oui, aussi, il y a des romans aussi qui font le job. Tu peux avoir des BD aussi. Le BD, c'est une bonne entrée en matière aussi pour la lecture. Ça. Pour les gens qui sont habitués aux images, c'est une entrée. Il faut trouver quelque chose en fait, qui correspond à son centre d'intérêt. Ouais, bien sûr. Ça peut être le sport aussi. C'est clair. Lire la biographie aussi d'Arnold Schwarzenegger. Le mec, il a quand même une vie incroyable. Apparemment, sa biographie, elle est très très inspirante. Il faudrait que je la lise parce qu'apparemment, elle est réputée. C'est un gros pavé, ça doit faire au moins 500 pages. D'accord. Total Recall, je crois. Il me semble que c'est ça. Entrer dans le vif du sujet. Là, c'était que l'introduction. C'est ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans Hit 2, Gilles, c'est quand tu parles du plastique. En fait, dans Hit, dans ton premier livre, t'en avais déjà parlé, mais t'insistais dessus. Donc, t'en avais déjà parlé et t'insistais plutôt dessus en exposant ses dangers. Et dans Hit 2, tu nous dis, ok, le plastique c'est dangereux, mais bloquez pas trop dessus dans le sens où c'est quasi impossible de vivre à 100% sans plastique dans la société actuelle. Et du coup, moi personnellement, ça m'a fait tilt, comme si c'était un peu une manière de montrer que t'as pris du recul sur toute cette masse d'informations que t'as accumulée et que t'as exposée dans Hit 1. Et ma question c'est, est-ce que tu as effectivement pris du recul sur tout ça, sur le fait que de vivre dans un monde sans toxicité, c'est impossible? C'était un peu l'analyse en fait que j'avais faite dans le premier tome, mais là aussi j'ai eu des retours de lecteurs, tu vois, qui ont eu une paranoïa par rapport au plastique. Ils n'ont pas compris que si tu le chauffes pas, là déjà vu, j'ai ma réserve, bon voilà. J'ai dit, mais tu peux avoir ici en plastique, bon il n'y a pas de BPA, mais je les chauffe pas. Tu vois, je les lave à l'eau, il n'y a pas de corps gras, il y a pas de trucs, voilà, ça peut faire le job, quoi. Mais il ne faut pas avoir cette paranoïa du plastique, donc j'ai voulu un petit peu rectifier ça avec le professeur Martin, quoi.
Et puis, en fait, les gens sont souvent dans l'extrême, tu vois. Et en particulier chez les végans. Mais bon, Ouais, on parlera peut-être ce soir si tu il y veux en a. tous les deux, mais souvent on part souvent dans des extrêmes. Et est-ce que voilà, il ne faut pas raison garder? Est-ce qu'il faut quand même un peu réfléchir, tu vois? Il ne faut pas se contraindre. Je ne voulais pas donner des règles strictes aussi, c'était pas du tout mon objectif, tu vois. Et donc, voilà, surtout ce que je disais dans le 1, il faut mener le changement progressivement en douceur. Bon, il y en a qui l'ont fait, pas tous. Parce qu'il y en a qui se sont lancés, qui ont encore perdu. Ouais, à fond, Ça fait trop, il y a trop de chamboulements, tu vois. C'est sûr. Et quand tu te prends tout ça dans la gueule, la société toxique, là, tu la vis, quoi. Tu la vis au quotidien, encore plus si tu as lu le 2e tome. Ouais, c'est vrai. Il y a tout qui te percute là. Tu vois, on est en face d'une barre d'immeuble. Tu vois les antennes relais, les téléphones portables, là, tous les Wi-Fi qu'il y a. Tu te rends compte, il y aura peut-être 300 appartements en face chez nous. Ils ont tous une box Wi-Fi, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Danger des ondes, donc tu vois tout ça, tu sens même les microparticules, parce que tu es au milieu des gaz d'échappement. Tu vires fou. Tu vires fou. Faut. Mais là encore, c'est un cheminement normal, tu vois. Moi, j'ai eu aussi cette réaction, tu vois, hyper violente, notamment par rapport lorsque j'ai vraiment été confronté à la maltraitance animale. Et c'est Devin Townsend qui m'avait dit, voilà, moi je suis pas militant, j'y vais avec douceur, j'essaye de séduire les gens, je leur explique, mais je fais pas du prosélytisme. Et j'avais peut-être tendance à faire ça, mais c'est humain, parce que quand tu as une information qui te révolte, tu as envie d'en parler à tout le monde, tu as envie de convaincre tout le monde. Et là, c'est là où tu te prends une gifle, quoi. Surtout dans ton entourage, parmi ton entourage, parce qu'il y en a certains qui ne te suivent pas, qui ne te comprennent pas du tout. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que toi, tu as changé le paradigme, en fait. Tu as des informations que l'autre n'a pas, que l'autre peut-être ne veut pas avoir, parce qu'il y a une grosse forme de déni, notamment par rapport à la viande. C'est pour ça que si tu veux, ceux qui critiquent les végans et les végétaliens, si tu veux, il y a une part d'agressivité de part et d'autre, c'est vrai que les torts sont partagés, mais ça met profondément en cause, si tu veux, une certaine moralité qu'eux n'acceptent pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu comprends, je te dire, donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et voilà, je ne veux pas faire, si tu veux, mon diplomate, mais je pense qu'il faut écouter tout le monde. J'ai fait de nombreuses émissions où j'ai mis tout le monde d'accord, tout le monde était d'accord, on mange trop de viande. Ben, c'est bien si on fait prendre conscience aux gens, on ralentit donc les élevages industriels, ça va freiner un grand coup de frein. J'ai fait une émission avec Marc Vera, avec Perico Légas aussi, qui étaient, eux, anti, bien sûr, viande industrielle. Ben, il faut tendre la main à ces gens-là, tu vois. Oui, mais encore, c'est jamais assez bien, ça commence à me gonfler, tu vois. Parce que, les petits éleveurs et tout, mais bon. Puis les personnes qui critiquent aussi, tu vois, ils vivent pas avec des animaux, ils vivent même pas avec des animaux d'élevage, tu vois. J'ai des poules, j'ai des oies, tu vois. On est en contact, on sauve des animaux, tu vois, on donne de l'amour. Pour toujours être dans le combat, tu vois, le combat, on fait jamais assez bien. Moi, je suis plus sur une démarche progressive, voilà. Et c'est mon positionnement. Après, je pense que tous les positionnements sont bons, tu vois. Bien sûr, chacun a sa manière. Parce que ceux qui sont trop extrêmes, bon voilà, ben, ils vont convaincre ceux qui veulent bien les écouter. Il y en a qui se reconnaissent dans les extrémistes, il y en a qui se reconnaissent, mais tu vois ce que je veux dire. Ce que je supporte pas, notamment en télé, quoi, c'est que des débats stériles. C'est stérile, tu vois. J'avais fait une émission vers Alpha Eindhoven qui s'appelait Philosophie, où il y avait un auteur donc, qui était un carniste, tu vois. J'ai vu, Tu as vu, il était d'accord aussi, voilà, on est contre la souffrance animale, mais il ne peut pas cautionner ça, tu vois. Donc, élimine toute la viande industrielle, tu te rends compte, c'est 95% de la viande qu'on consomme. Donc tu vois, allons vers cette démarche-là, peut-être. Mais bon, je dirais, tous les positionnements sont bons, et chacun a son public. Et ça rentre dans une même dynamique, même s'il y a des conflits d'ego, des chamailleries, tu vois. Chacun. Après, il faut être en accord avec soi-même, avec la manière dont on communique. Il ne faut pas communiquer d'une manière extrémiste si tu l'es pas. Ça va se ressentir au bout d'un moment, tu vas être mal. Et pareil de l'autre côté, tu vois, si tu communiques de manière soft alors que en toi, tu as envie de lâcher des choses, au bout d'un moment, ça va coincer. Et comme tu dis, c'est chacun à sa manière de voir le monde. Et puis de partager autour de lui selon son ressenti, selon ses émotions. Donc chacun a son public. C'est exactement ça. Alors dans Hit 2, tu as interviewé Geoffrey Le Guichet. Ouais, Geoffrey Le Guichet.
journaliste ayant réussi à infiltrer dans un abattoir, pardon, et qui a écrit un livre pour en parler qui s'appelle Steak Machine. Et je voudrais revenir sur ce qu'il dit en fait, page 217, donc c'est dans Hit 2. Il nous dit qu'il existe 4 maillons dans la chaîne de l'agroalimentaire. Le premier maillon, c'est l'agriculture, le deuxième, c'est les abattoirs, le troisième, c'est les supermarchés, et le quatrième, c'est les consommateurs. Et il est dit dans ce passage que les rois de cette chaîne, ceux qui la contrôlent, sont les supermarchés, car ils fixent les prix. Et personnellement, je suis pas vraiment d'accord avec ça, en fait, je voulais savoir ce que tu en pensais. Je me disais que c'est pas vraiment ça, c'est plutôt les consommateurs, dans le sens où je me dis c'est plutôt la demande qui crée l'offre, et non l'inverse, en fait. Je pense pas. Peut-être dans certains cas, pas dans celui-là. D'accord. C'est un gros business la viande en fait. C'est un gros business. 2 personnes sur 3 vont dans les supermarchés s'approvisionner. Donc qu'est-ce que veulent les supermarchés? Ils veulent faire de la croissance. Donc ils veulent tirer les prix au plus bas. Ouais. Tu vois? Donc bien sûr c'est pour vendre plus, bien sûr c'est pour le consommateur. Je suis d'accord qu'in fine le consommateur c'est lui le responsable. Oui, C'est non, mais lui qui ouais. achète la viande. Si on parle de la viande, Ouais. on est d'accord. Voilà. Mm. Mais qui leur offre la possibilité d'acheter cette viande? Les supermarchés aujourd'hui ont leur propre abattoir. Mm. Voilà, certains ont leur propre flotte. Hein. Mais après, ce que je veux dire, c'est Pour que le poisson, tu vois, ils ont leur propre élevage. Voilà, Ouais. c'est un gros business. C'est eux, en fait, les rois de Ouais. cette chaîne alimentaire. Ouais, je veux Parce ce qu'en que tu veux dire. fait, oui, ils contrôlent, bien sûr qu'ils contrôlent les prix. Mais c'est je veux pour dire, ça si plus qu'il a- personne n'en achète, forcément les prix vont être influencés. Mais tu ça, vois. c'est de l'utopie. Tu sais Non, que mais pas personne, jamais, mais moins. enfin, pas dans un futur proche, plus personne Non, n'achètera de la non, bien viande. sûr. Quoique, si ça devient Mais- contaminé ou quoi, Ouais. sans doute, tu vois, avec le cas de la vache folle. Ouais. Tu comprends? Bien sûr, nous on est là pour apporter, c'est une parole où on peut manger, oui, végétal, on peut limiter sa consommation de viande, donc oui, on fait du mal au supermarché. D'ailleurs, le marché de la viande a diminué, hein. Les médias n'en parlent pas. Hein. Mm. Il y a de grosses actions aujourd'hui au niveau du végétarisme, des végans, et il y a une grosse prise de conscience, et même tous les carnistes, en fait, ou les omnivores, Mm. consomment moins de viande. Mm. Je discutais avec des grands chefs, c'est de plus en plus compliqué d'avoir de la bonne viande. Il y avait Hugo Desnoyers dans cette émission avec Perico Légas, et Hugo Desnoyers, il a une boucherie, c'est un boucher très célèbre, c'est lui qui vend la meilleure viande de Paris, quoi. Et c'est une viande hors de prix. Mm. Voilà, on pourrait l'acheter, toi et moi, c'est pas le prix de l'or, tu vois, mais bon, tu vas pas en consommer tous les jours, ni toutes les semaines peut-être. Tu vois. Mais j'avais vu un truc. Et ce mec-là va s'approvisionner auprès de producteurs locaux, des petits producteurs, il y a même un D'accord. abattoir, il passe de la musique classique et tout. Bon, on tue l'animal, il finit l'assiette, on est d'accord, ok. Mm. Mais c'est très élitiste, quoi. Donc ça concerne bien sûr les plus riches. Hein. Voilà, Mm. c'est pas Bien sûr. voilà, Ouais. pas le commun des mortels qui va pouvoir s'acheter de la viande ou de façon ponctuelle. Mais donc on va au supermarché et puis on achète low cost, quoi. C'est le low cost en fait Oui. qui a... Ouais. Donc pour moi, c'est ceux qui fournissent en fait qui sont les responsables. Mm. Mais in fine, c'est l'acheteur bien sûr qui achète. Bah, en fait, ouais, je me suis peut-être un peu trompé. Ce que je voulais dire, c'est du moins si beaucoup moins de personnes en achetaient, parce que plus, c'est sûr que c'est une C'est ce qui est en train de se passer. Mais voilà, ouais, c'est ça. Je te dis, c'est ce qui est en train de se passer. Mm. Les gens vont prendre conscience que on est allé trop loin aujourd'hui. Ouais. Mais tu vois, vraiment, là aussi avec le 2, j'ai voulu me démarquer aussi. On m'a mis dans la boîte des végans, tu vois. Oui, 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 bien sûr. On m'a mis dans cette boîte-là. À chaque fois qu'on m'invitait en plateau télé, c'était pour parler Végétaliste. de la maltraitance animale, surtout, tu vois. Mm. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui sont très pertinentes sur le sujet. Moi, j'ai envie de continuer le combat, parce que ça fera toujours partie, comme j'ai écrit, les animaux feront toujours partie de mes travaux. Mm. Peut-être sous une autre forme, demain, mais je ne sais pas. En tout cas, ils feront toujours partie de mes travaux. Mais je voulais sortir de cette case parce que ça, si tu veux, ça a vraiment vampirisé le tome 1 de Hit et tout le danger de l'alimentation industrielle, l'alimentation transformée. Parce que quand on parle végan ou végétarien, on parle que des animaux. Mettons ça de côté. Voilà, on sait que c'est immoral, c'est un cas de conscience, les animaux. Okay, toute la merde que tu manges à côté, tu vois, tous les aliments industriels, tu vois, les aliments transformés, Ouais. le chauffer, cuire au micro-ondes, tu vois. Mm. Ouais, bien sûr. Ça tue, Mm. tu vois. Et en fait, je trouve ou j'en ai pas assez parlé aussi, hein, peut-être, tu vois. Donc j'ai voulu un petit peu remettre le curseur, tu vois, à zéro sur ce Ouais. tome 2. Et j'ai voulu, avec Geoffroy Le Guilcher, bon, on laissera la surprise au lecteur, qui va nous faire découvrir ce qui se passe réellement dans les abattoirs, mais en qualité d'ouvrier. Parce que le mec, il a des couilles, hein. C'est un journaliste d'investigation, il s'est fait embaucher, voilà, sous couvert, parce qu'il n'a pas dit bien sûr qu'il était journaliste, etc. Il a travaillé 4 mois sur une chaîne
Ouais, l'abattoir, tu vois. ouais. Voilà, il a morflé, quoi. Aussi, Oui, hein. bien sûr. Il raconte ce qui se passe, mais Bien sûr. au niveau des humains, tu vois. Parce que ça, je veux parler aussi, dans le 2, je parle de la condition humaine, quoi. Bien Les sûr. animaux, tu as vu, ils en font partie. Voilà, il y a Oui, plusieurs oui. chroniques aussi à ce sujet et tout. La condition de nous humains, tu vois, au niveau social, tu vois, au niveau économique, au niveau spirituel. Ouais, je Donc sais ça, ce que tu veux c'était vraiment important, tu vois, de ne pas trop parler encore des animaux. Et je suis très content parce qu'il y a eu un cours extraordinaire. Il y a eu dernièrement, je crois, un documentaire sur Arte, je crois que beaucoup de personnes m'en ont parlé, ou France 5, je ne sais plus, un documentaire qui est passé la semaine dernière, il y avait eu un débat, et apparemment c'était un débat assez constructif, parce qu'ils sont allés là aussi sur une diminution de viande, quoi, parce qu'il n'y a pas les pour, les contre, il peut y avoir un truc intermédiaire, tu vois, pour avoir cette prise de conscience-là. Voilà. Mais d'ailleurs, il y avait quelque chose qui m'a un petit peu gêné personnellement, mais en fait, après, logiquement, ce serait plus avec lui que je devrais en parler. Mais en fait, donc c'est vrai que c'est complètement différent de se positionner du coup du côté de l'ouvrier. Non, il ne se positionne pas du côté de l'ouvrier, en fait, il raconte ce qui se passe dans les abattoirs. Parce que je soutiens le 214, tu vois, je suis à fond derrière eux. Ouais. Mais ils ont un prisme. Ils montrent ce qui se passe, certes, c'est fréquent. On ne peut pas dire que c'est une fois de temps en temps, d'accord. Ce qu'ils ont montré, c'est fréquent. C'est pas de partout, tous les jours, toutes les heures, tu vois, Oui, je veux te dire. oui. Donc ils ont un prisme, Ouais. ok. Voilà. C'est choc. C'est fait pour t'en prendre plein la gueule, d'accord. Et ce mec-là, il s'est demandé pourquoi ces hommes font ces atrocités. C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, bien sûr. Posez-vous la question. Tu vois, les antispécistes, posons-nous la question. Comment ça se fait que ces hommes-là arrivent à faire des atrocités à des animaux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est ces hommes-là qui souffrent, en fait, tu vois. C'est ces hommes-là qu'on met sous pression, tu vois, avec une cadence infernale, tu vois. Donc, oui, mais on n'est pas obligé d'aller travailler dans les abattoirs. Ben écoute, quand tu es pendu là, que tu as des crédits à rembourser, que tu as une femme et des enfants à nourrir, quelquefois tu es obligé, tu vois, de prendre le job qu'on te propose. Bah, ouais, bien sûr, et c'est tellement, si tu veux, malsain de travailler dans un abattoir. Ils ont 60% d'intérimaires. 60% d'intérimaires, tu te rends compte? Et ceux qui restent, bon, c'est peut-être pas par qualité de cœur, et voilà, ils sont obligés. Alors certes, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui ont qu'un cœur, peut-être que les animaux, c'est comme des objets, tu vois. Mais moi, je ne l'avais pas rencontré, tu vois. Ouais, mais justement, c'est bien que tu me le précises. Je pensais pas qu'il y avait autant d'intérimaires, parce que ce que j'allais dire, c'est que je trouvais ça un petit peu facile, entre guillemets, quelque part, de dire qu'ils sont emprisonnés, dans le sens où c'est une prison sans barreaux, sans menottes. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr... Ils sont emprisonnés socialement. Ouais. Tu as rencontré quelqu'un qui travaille dans un abattoir? Non, bah non. Peut-être t'en connais, ils te le disent pas. Ouais, non, mais c'est sûr, tu vas pas le crier sur les toits, bien évidemment. Dans une conversation, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans un abattoir. Deuxième question, tu as vu, l'OM ils ont gagné, le temps il fait beau. Ouais, t'en parlais dans les deux. Voilà, donc c'est... Voilà, pour moi c'était important. Je ne me sentais pas déjà de retourner dans les abattoirs. Et puis d'être tombé vraiment sur Geoffroy, qui est un mec assez incroyable. Et je redévelopperai des choses avec lui, je le montrerai en vidéo à mes lecteurs. Et il a vraiment écrit un livre qui est très intéressant, parce qu'en plus c'est toute une galerie, si tu veux, de personnages. Voilà, tu as de la compassion, quoi. Si t'as... Ouais, moi j'ai eu de la compassion. En fait. Mais c'est intéressant, bien sûr, d'aller plus loin et de comprendre l'origine de la souffrance, en fait, de la maltraitance. Tu vois, je vais te dire, en fait, posons-nous des questions. Ne regardons pas juste ce qu'on nous montre. Tu vois, ça c'est le pouvoir de l'image. On nous montre, ah putain, donc douce, on va faire des pétitions, des trucs. Il faut savoir que les mecs qui ont fait ces atrocités dans l'abattoir, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, ils ont été condamnés et tout, mais le directeur de l'abattoir, il n'a rien eu. C'est la faute du directeur de l'abattoir, d'accord? Il n'y a pas assez de personnel, une cadence infernale. Ils étaient en surproduction, c'était la période de Noël, tu vois, le mec n'a pas voulu embaucher. Il y a des problèmes sur la chaîne, c'est eux qui se font après, qui morfent, tu vois, les mecs qui pètent un câble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est important de le dire à ceux qui nous regardent, c'est que dans les abattoirs, je dirais, pas tous les employés tuent les animaux. Oui. Là, il parle d'un très très gros abattoir en Bretagne. Je crois qu'il y a 1000 employés ou même plus. Il y a quoi? Il y a 4 ou 5 tueurs, quoi. Tu vois, il y en a peu, quoi. Très peu. C'est des mecs spéciaux avec un profil aussi très spécial. Voilà. Donc on laissera découvrir le reste aux lecteurs. Ouais, bien sûr.
Et le livre de Steak Machine est très intéressant. Ouais. C'est vrai, il ne se pose pas du point de vue animal. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, vraiment. Parce que le point de vue animal, je l'ai vécu, je l'ai vu. Tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, tu vas aller plus loin et puis... Ouais, posons-nous des questions. Ouais, Sans excuser les gens, tu vois, mais comprendre pourquoi on est bien arrivé là. Ouais, c'est vrai, c'est clair. De toute façon, c'est sûr que c'est pertinent et ça emmène vraiment le débat beaucoup plus loin, quoi. Alors pour moi, dans Hit 2, il y a un message caché. En fait, au-delà de sa facilité de Ne lecture... le dis pas alors s'il est caché. Je sais pas si c'est celui-là. C'est mon message Ah, caché. c'est ton message. D'accord. C'est simplement le fait qu'au-delà de la facilité de lecture, Hit 2 nous pousse à raisonner sur l'importance de nos choix dans la vie de tous les jours. Au-delà de la nourriture physique, de l'alimentation, c'est la nourriture intellectuelle, la nourriture psychique et même émotionnelle. Nourriture de l'esprit. Voilà, c'est exactement ça. On sent que tu as voulu vraiment faire passer ce message et du coup, j'ai l'impression un petit peu que ce message caché, c'est pour mourir en paix, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller au-delà du visible, au-delà des problèmes les plus évidents. Pour vivre à 100%, il faut bouger aussi bien physiquement que mentalement. C'est comme ça que j'ai pu ressentir un petit peu Hit 2. Merci. Merci. Question suivante. Non, mais tu as raison, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, tu vois, de transmettre l'importance de cette nourriture de l'esprit, tu vois, et de ne pas se laisser happer par les distractions faciles. J'emploie souvent, tu sais, no pain, no gain. Donc c'est la phrase d'Arnold, et ça s'applique à tous les domaines, en fait. Rien n'est facile, tu vois. Ce qui est facile, généralement, c'est comme ce qui est gratuit, ça rapporte rien, en fait. Je dis pas qu'il faut plus se distraire, tu vois. J'ai un jeune qui s'appelle Eli et qui a 17 ans. Je lui dis, t'es trop sérieux, Eli, lis autre chose, tu vois. Il a des préoccupations qui sont pas de son âge, en fait, parce que il faut arriver à se libérer, tu vois, à prendre du plaisir, parce que si tu te prends tout de front, forcément on vit dans un monde qui est noir, on vit dans une société malade, tu vois. Donc comment tu peux être en bonne santé mentale dans une société malade? Voilà. Si tu te sens bien dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci, quoi. Ou alors tu vis dans un endroit privilégié, voilà. Là, on est dans une grande capitale. Et c'est oppressant, tu vois. C'est oppressant, je sais pas, toi tu es arrivé en voiture, je suis arrivé en train, des parts d'immeubles de partout. Donc, il faut pouvoir se distraire. Et la distraction, c'est très important, et d'autant plus lorsqu'elle est pas rare, mais pas habituelle. Tu vois, par exemple, je connais des amis qui sont des gros cinéphiles qui bouffent un film par jour. Bon, un film, c'est 2h, 2h30, 2h30 par jour, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. C'est énorme, et c'est tous les jours. Ouais. J'ai connu ça. Et tu sais, à la fin, je prenais même plus le plaisir. Je regardais le film le lendemain, ou même une heure après, j'avais oublié ce que j'avais vu, tu vois. Donc, quand tu fais abstinence de tout ça, j'étais dans les bois à Mauricie, je suis resté quasiment un an sans aller dans une salle de cinéma. La fois où je suis allé dans une salle de cinéma, là, tu vois, je me rappelle tout à fait le film. C'était Batman, The Dark Knight. Super film. C'était pas une super grande salle, tu vois, c'est une toute petite ville. C'était à Louisville, tu vois. Et dans Mauricie, donc cinéma, à taille humaine encore, tu vois. Ouais. Et j'ai pris mon pied, mec. Ouais. Waouh! Ouais, tu m'étonnes. Parce que ça faisait un an que j'ai pas eu de film, tu vois. Ouais. J'ai encore de l'émotion, tu vois, quand je me souviens de ça. Tu vois, je me souviens de ce film. Et donc, chaque fois que voilà, qu'on y va ou qu'on se distrait, voilà, on n'est pas des rabat-joie, tu vois, mais on sort peu. Là aussi, tu vois, j'ai voulu l'écrire dans Hit, il y a beaucoup de personnes qui sont reconnues là-dedans, c'est que quand tu as conscience de tout ça, tu t'isoles un peu de ta famille qui ne te comprend pas, ou certaines personnes de ta famille qui ne te comprennent pas, quelquefois de très très proches, soit des parents, des enfants, même un conjoint, tu vois. Quelquefois de tes amis qui sont restés sur leurs préoccupations, un peu de futilité, tu vois, de fun, mais toi d'un coup tu as une prise de conscience, tu deviens un peu plus sérieux, tu vois, et tu vois ça avec du recul, tu te détaches un peu d'eux, et donc tu as une forme un petit peu d'isolement, tu vois, c'est assez déstabilisant ça. Ouais, c'est assez déstabilisant. Mais pour en revenir voilà, à cette envie, tu vois, de nourrir l'esprit,
de se distraire à bon escient, de se poser des questions. Et putain, c'est fantastique de trouver des réponses, tu vois. Parce que toutes les réponses, tu peux les avoir. Ouais. Tu as toute l'information du monde. Tu vois, je cite Noam Chomsky. Comment se fait-il que nous sachions si peu de choses aujourd'hui avec toute l'information que nous avons? Putain, avec Internet, c'est incroyable. On est face à la plus grande bibliothèque quasiment du monde, quoi, tu vois. Même en francophonie, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et il suffit de s'y intéresser, et de passer du temps, quoi, tu vois, et de prendre plaisir à ça. Comme je te dis, quand je vois certains blogueurs qui font des analyses de livres ou des billets d'humeur ou qui expliquent une certaine problématique parce que ils ont la légitimité d'en parler, tu vois. Ben, moi, ça m'intéresse plus que de voir une série ou un film. Ouais, je comprends. Ouais. Mais réellement, hein. Réellement, des fois, je m'ennuie, quoi. J'ai l'impression de perdre du temps et j'arrive plus, si tu veux, moi, à me reprojeter dans ma vie d'avant. Ma vie d'avant, je raconte, c'était je rentrais chez moi, première des choses, j'allumais la télé. Il fallait qu'il y ait un truc, un peu de musique, un peu de fun, quoi. Tu vois, près de chez toi. Tu vois, donc, et puis j'étais calé, en fait, tu vois, j'étais calé sur les programmes de télévision. Donc je mangeais peut-être juste après le journal, tu vois, juste avant le film. Tu vois, je mettais le film, après je regardais la deuxième partie de soirée, ou en fait tu t'es calé. Le plus c'était les premières séries, quoi, tu vois, je sais pas, je me souviens de toute première série de Lost, je ratais jamais un épisode, tu vois. En fait, tu n'as plus de lien social parce que tu veux rester chez toi, tu vois, voir l'épisode. Bon, aujourd'hui il y a les téléchargements, aujourd'hui il y a les séries, etc. Bon, quand je regarde les séries, aujourd'hui je prends les DVD, tu vois, j'ai toute la saison. Je me suis fait House of Cards, je crois, la dernière fois. Voilà, on prend du plaisir, tu vois, à regarder ça. Mais c'est toi qui décides, quoi. Ouais, c'est toi qui décides et c'est ponctuel. Différent. Il faut pas que ce soit, si tu veux, une routine ou trop habituelle, tu vois. Il faut essayer de casser cette putain de routine aussi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Et le fait de manger en silence. C'est pas facile. Ouais. Moi, j'ai vraiment de la chance d'avoir une épouse formidable et c'est vrai qu'elle est... elle est très zen, quoi. Elle est très positive et au moment où je me calme, c'est important. Voilà, avec de la musique un peu de méditation, tu sais, du reiki, des choses comme ça. Super. Il y a de la musique qui apaise des animaux aussi, tu vois, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, par exemple, qui les laissent malheureusement une journée parce qu'ils vont travailler, ils ne peuvent pas le mener avec eux. Il y a des vidéos sur Internet, sur YouTube. Ouais, j'ai déjà entendu parler. En fait, c'est des musiques de relaxation et il y a des trucs qui durent 12 heures. 12 heures, je sais pas comment le mec il a fait pour télécharger 12 heures. Tu vois, c'est là que je suis en train de télécharger une entrevue d'une heure, ça fait 3 fois que ça bug. T'as le même souci toi aussi des fois de téléchargement sur YouTube. C'est long et tout, bon bref. Ça arrive. On digresse là. Donc c'est des vidéos qui durent 12 heures ou 8 heures, tu vois, et tu mets ça, musique un petit peu douce, tu vois, et ça apaise les animaux. Quoi. Et quand tu manges dans le calme, c'est 1000 fois plus bénéfique que de manger avec l'estomac noué en regardant le dernier attentat qui a eu lieu je sais pas où, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai vu que quand tu manges dans le silence, en fait, ton organisme est plus apte à recevoir les nutriments parce que le niveau hormonal est différent, le stress n'est pas du tout géré de la même manière et ton organisme peut mieux quelque part utiliser les nutriments en fait. Sans doute, mais ça aussi ça fait partie des fondamentaux, tu vois, c'est un des principes de la nourriture ayurvédique d'Inde, et puis voilà, de manger en paix, tu vois, d'apprécier ce qu'on mange. Mais bon, j'imagine aussi, tu sais, il faut se mettre à la place aussi. Ah bah non, c'est pas facile. Il y a des personnes, tu vois, tu as 2-3 enfants, qui sont hyper excités. Tu vois, je fais déjà quand on mange à table, c'est bien beau, parce qu'au Québec, souvent, on mange, tu vois, chacun devant son écran, après avoir fait réchauffer le plat au micro-ondes, tu vois. Donc, donc c'est vraiment important de manger en silence, en paix, ou juste en parlant, quoi, mais vraiment, de ne pas manger avec un poste de télévision, tu vois. C'est déjà un effort. Et là, j'ai des soucis quand je vais au restaurant, tu vois. C'est bruyant. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je vais à un petit restaurant, ils font de super bonnes pizzas et tout. J'aime bien casser aussi la routine, tu vois. C'est quasiment 1 an qu'on n'avait plus du tout dans les restaurants. On n'était plus sortis pour le livre, parce qu'on s'est vraiment isolé quasiment pendant 9 mois. D'accord.
Et la première fois, on est retourné dans un restaurant, pourtant c'est un restaurant, quoi, il y a une dizaine de tables, tu vois, c'est pas très grand, mais bon, c'est pas confiné, mais t'as des tables les unes à côté des autres, tu vois. On t'es plus habitué, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les gens rient, puis les portables qui sonnent, tu vois, on voit les gens, il y avait un couple de jeunes, tu vois, ils avaient 20 ans, tu vois, c'était un rendez-vous un peu de drague, tu vois. Ils avaient chacun leur téléphone, là. Ouais. À un moment donné, ils se parlaient plus. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais je t'avoue, pour moi, c'est pas du cinéma, quoi. C'est une surprise à chaque fois, quoi. Je suis surpris de la vitesse, si tu veux, à laquelle la société vraiment se dégrade, avec les rapports humains aussi se dégradent, tu vois. Ouais, ça devient de plus en plus dur, et il était temps que je sorte ce bouquin, tu vois, avec les principes même de la résilience et de l'autonomie, quoi. Déjà. Mais on sent que ça mûrit, que tu as des choses encore à dire, qui sont un petit peu enfouies en toi, et que ça attend de se diffuser avec le recul, quoi. Ouais. Ça sent. Ouais. Tu viendras m'interviewer un petit peu plus tard. On redéveloppera un sujet si tu veux. Et, alors Gilles, comme beaucoup de personnes, j'apprécie énormément le fait que tu n'imposes rien aux autres, que tu informes sans juger les choix des gens. Chacun est libre de choisir à partir du moment où il est informé. Enfin, du moins, moi, c'est un petit peu ma philosophie. Dès qu'on le sait, après, on a la possibilité ou non de faire des choix. On sent que tu as gagné en sagesse dans les deux, du moins c'est ce que j'ai ressenti. Il y a pas mal de passages sur le temps qui passe, sur le bonheur qu'on peut trouver dans les choses simples, sur le fait que les animaux font pleinement partie de notre quotidien. C'est des choses qui sont importantes et dont on ne se rend pas forcément compte, je pense, aujourd'hui. Je pense que tu as encore, comme je te disais, énormément de choses à dire. Et pour finir, je vais te donner une phrase qui a été prononcée par Eckhart Tolle, il me semble que tu connais. Oui. Qui est un maître spirituel. Ouais, c'est ça. Et un auteur. Un maître spirituel et un auteur. Je vais te demander ce qui te passe par la tête quand tu l'entends. Cette phrase, c'est la suivante. J'ai côtoyé différents maîtres zen, c'était tous des chats. J'ai côtoyé différents maîtres zen, c'était tous des chats. C'est le rapport avec les animaux, avec le chat. Le rapport général avec les animaux, la sagesse qu'on peut en dégager. C'est un peu... Ouais, attends, je vais couper, Gilles, parce que Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'avais pas du tout prévu ça. Non, tu vas le garder. En fait. J'avais pas pensé à ça. Tu vas le garder. Ouais, je t'ai confié en fait que là, c'est un peu compliqué. C'est une journée un peu compliquée pour moi parce que je suis en train de perdre un de mes chats. Et c'était un chat en fait qui vivait avec ma maman. C'était un chat femelle qui allait sur ses 17 ans, qui s'appelle Rocky. Il est toujours là. Hein. Enfin, plus pour longtemps. Bon, ouais, elle a une insuffisance rénale et elle s'éteint tout doucement. Et on a décidé qu'elle allait finir sa vie près de ma maman, à la maison, dans son environnement, tu vois. D'accord. L'euthanasie pour les animaux, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je l'ai connu plusieurs fois et je voudrais partager aussi certaines choses avec mes lecteurs par rapport à ça. Et les chats, c'est extraordinaire. Tu vois, elle s'est mise en jeûne en fait parce que voilà, elle ne mangeait plus et puis elle a quasiment arrêté de boire, elle a la peau sur les os et elle arrive encore à marcher, tu vois la résistance. Et les chats sont prêts aussi à partir, on dit que les chats ont plusieurs vies. Avoir un chat dans une maison, c'est très important, ça absorbe les ondes négatives, ça repousse les ombres du mal. Et voilà, nous, on a encore une chatte qui s'appelle Aura, on a perdu notre Kéo l'année passée, c'est des chats qui nous avaient même suivis au Québec, tu vois. Ils font partie de notre vie. Concernant la zénitude, quoi de plus être qu'un chat? C'est fascinant, un chat. Ça dort beaucoup. Ouais, énormément, mais... Ça dort beaucoup et tu sais que quand un chat se pose sur toi, c'est pour absorber soit un mal, soit une énergie négative. D'accord. En fait, les chats se reposent souvent sur des croisements Curie-Hertmann. En fait, le réseau Curie et le réseau Hertmann, ce sont des champs magnétiques terrestres, tu vois, qui se croisent régulièrement, tous les 3-4 mètres, en fait. Tout est bien délimité. C'est des géobiologues, en fait, qui peuvent, comme des sourciers, tu vois, te dire dans une maison, bah, tiens, là, il y a un croisement, bah, tiens, là, le lit, dans cet hôtel, il n'est pas à la bonne place, c'est un croisement, donc il vaut mieux dormir un peu décalé, tu vois, parce qu'il y a une énergie terrestre, tu vois, donc ça attire comme ça, si tu veux, voilà, ça te lève de l'énergie, et puis c'est assez déstabilisant, on appelle ça des ondes négatives, et les chats, en fait, se mettent sur ces croisements, parce qu'ils se rechargent avec les ondes négatives. Donc, en fait, un chat... Moi, je pense que les animaux sont là pour nous montrer des choses, sont là pour nous accompagner.
en particulier les chats, le chat est pour moi le symbole de la zénitude. C'est une passion, c'est extraordinaire un chat. Je vois au rat quand il est dehors, on le surveille, des fois il y a des rats, c'est des rats de campagne, sur du compost, etc. Bon, on a les animaux et tout, donc c'est normal. Et des fois, elle reste des heures comme ça, on regarde l'oiseau. Bon, on ne veut pas que tu vois après, c'est la nature, mais bon, il n'y arrive pas souvent, heureusement. Et donc, ils restent, tu vois, ils attendent, ils ne bougent pas. Tu vois. Puis quand ils dorment, tu as vu comme ils sont levés comme ça. Un chat, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un très beau symbole de zénitude. Si on pouvait avoir un peu de la zénitude des chats, ça serait bien. Mais tu sais, je m'étais déjà fait cette réflexion, j'ai l'impression que plus l'être humain gagne en intelligence, plus il s'éloigne de cette condition naturelle. En fait, j'ai l'impression que les animaux, soi-disant, qui sont moins intelligents, bah, quelque part, ils ont un potentiel qu'on n'a pas à positiver, à être pas stressé. Et ça, c'est quelque chose j'ai vraiment ce sentiment. Plus on est dans la société, à aller vite, etc., bah, plus on s'éloigne de cette nature profonde, de cette façon d'être écarté entre guillemets, du danger, du stress. C'est vraiment une réflexion que je m'étais déjà faite et c'est impressionnant de le voir dans les animaux, quoi, tu le vois tout de suite. Eux, ils n'ont pas cette capacité, soi-disant, à être aussi intelligents, mais quelque part, ils gagnent sur de la méditation, sur des autres choses, en fait. C'est pas qu'ils sont pas aussi intelligents, ils ont des intelligences, une intelligence différente de la nôtre. Tu sais que tous les animaux sont intelligents, quoi. Tu vois, les pigeons voyageurs, les oiseaux migrateurs. Bien sûr. C'est incroyable, tu vois. Cochon, c'est très intelligent, cochon, c'est plus intelligent qu'un chien. Ouais, c'est vrai. Mais on est plus habitué à vivre, tu vois. On a eu deux oies qui étaient extraordinaires, quoi. Tu as un rapport différent après avec les animaux lorsque tu vis avec eux. Et on a la chance d'avoir des animaux de compagnie, et quelquefois, il y a une chronique à ce sujet dans le livre. Je pose la question aux personnes qui ont les animaux de compagnie, ils les aiment. Pour rien au monde, ils y mangeraient, tu vois. Donc, et pourtant, ils mangent des animaux d'élevage, d'autres animaux, en fait. Mais c'est une question, en fait, qu'on est en droit de se poser lorsqu'on a des animaux, en fait, tu vois. Mais parce qu'on ne vit pas, en fait, avec eux. On ne vit pas avec les animaux d'élevage, quoi. Rares sont les gens qui ont touché une vache, ou ne serait-ce qu'un cochon, tu vois. Voir des oies, comment tu peux bouffer du foie gras? Quand tu sais... Quand tu sais, quand tu as vu, sincèrement, tu vois. Parce que le pire, c'est quand... Enfin, le pire, je peux en encaisser, tu vois. Qu'une personne me dit, je mange parce que c'est bon au goût. C'est bon au goût. Tu dis pas c'est bon parce qu'il y a des protéines, c'est bon parce que ça renforce, la santé. C'est bon parce que j'aime ça. C'est qu'il y a un truc qui s'est brisé, tu vois, il y a un lien qui se fait pas, ou alors c'est la dissonance cognitive, hein, ou alors c'est, tu vois, l'effacement total. On ne peut pas apprécier le foie gras, tu vois. En plus, on sait aujourd'hui, avec les foie gras végétaux, il y a plein de recettes, tu te casses le nez aussi, tu vois. Tu peux retrouver ce semblant de goût, surtout en plus quand tu ne manges pas pendant des mois. Je dirais, le truc végétal, tu vois, ça fait le job, quoi. C'est vrai. Très belle citation. C'est la zénitude des chats. J'avais pas prévu de la poser dans ces circonstances. Non, mais je t'en prie, de toute façon, j'aime la cacher. Ça me permet d'exorciser ma peine aussi, tu vois, de ne pas être là, ou peut-être elle va partir ce soir, ou peut-être le matin, je pense à elle, je sais qu'il y a Valérie et ma mère à ses côtés, tu vois. Et après, c'est la vie, tu vois. Des fois, tu es pas là. Si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement, mais c'est pas sûr aussi, tu vois. C'est d'accompagner quelqu'un jusqu'à la mort, que ce soit un animal ou un être humain. Il faut être préparé aussi à ça, tu vois. Il faut être préparé parce que la mort est une fin, voilà, d'un corps physique. Mais si je conclue là-dessus, nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine. C'est en fait, tu fais vivre quelqu'un par tes souvenirs. C'est vrai. Tu fais vivre quelqu'un en parlant aussi de quelqu'un, tu vois. En écoutant la musique d'un chanteur qui est décédé, Laisser sa trace. Ben oui, tout est connecté, tout n'est qu'énergie. Écoute Gilles, je suis vraiment super content. Merci, écoute, je suis content également. Je pense qu'on a eu un bel échange. J'espère que
regardent, qui nous écoutent apprécieront aussi, que ça les fera peut-être réfléchir à notre condition de pauvres humains. Super. Merci Jérémy. Merci à toi Gilles. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette interview. Je remercie énormément Gilles d'avoir accepté encore une fois de dialoguer, d'échanger avec moi. C'était vraiment très enrichissant. Prenez le temps vraiment comme ça, du temps avec votre entourage pour dialoguer, pour échanger, c'est vraiment important. Je te laisse le lien de mon guide gratuit si tu veux démarrer maintenant la nutrition sportive vegan. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci encore une fois vraiment à Gilles et qui sait, peut-être une nouvelle vidéo, un de ces quatre, à voir avec lui. En tout cas, c'était vraiment super cool, super enrichissant. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.